Bonjour à tous, bienvenue sur Le Bon Monde, le podcast qui vous aide à partir à la rencontre de votre être intérieur et à révéler vos pleins potentiels. Je suis Anaïs, sophrologue, praticienne Reiki et étudiante en naturopathie. Passionnée de bien-être, de développement personnel et de spiritualité, je suis convaincue de l'importance de prendre en compte l'individu dans sa globalité. Ma mission est de vous guider vers une vie équilibrée et vous donner des clés pour développer votre mieux-être au quotidien. À travers ce podcast, vous retrouverez des conseils en développement personnel, en santé holistique, afin de vous reconnecter à votre corps et votre esprit. Par le biais d'intervenants inspirants et compétents dans leur domaine, je vous ferai découvrir différentes techniques de médecine douce et holistique. Êtes-vous prêt à reprendre votre vie en main et à incarner votre pleine puissance? Si c'est le cas, je vous invite à suivre les épisodes à venir et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans ce 6e épisode de podcast qui sera un épisode un peu particulier pour moi car je vais me livrer en fait sur ce que j'ai vécu durant mon burn-out. Donc je n'en ai jamais parlé si ouvertement. C'est un challenge pour moi quelque part de faire preuve de vulnérabilité sur ce sujet, donc j'espère que vous l'accueillerez avec bienveillance. Donc avant de vous parler de mon vécu personnel, je vais m'arrêter quelques instants sur la notion de burn-out, même si aujourd'hui tout le monde sait ce que c'est que le burn-out. C'est d'ailleurs devenu une maladie reconnue par l'OMS, et tant mieux. Mais en fait, on a tendance à souvent assimiler le burn-out au côté professionnel, alors que le burn-out, il peut aussi être émotionnel, familial, et il est tout aussi grave que le burn-out professionnel. Il serait aussi difficile de faire une liste de causes du burn-out parce qu'elles peuvent être diverses et elles sont vraiment propres à chaque personne. Donc, je ne vais pas vous faire une liste toute faite, ça serait malvenu de ma part. Mais on va dire qu'il y a certains critères qui rentrent parfois en jeu sur le côté professionnel, notamment très souvent. Ça peut être quand on a peur de l'échec. Parfois, ça va être dû à une mauvaise reconnaissance au travail, des conflits, la difficulté à dire non, à ne pas savoir forcément gérer son stress, gérer son temps, avoir des difficultés à déléguer aussi. Donc ça, c'est pour l'aspect professionnel. Mais voilà, les causes, elles peuvent être diverses et variées. Parfois, il y a certains médicaments, tels que les antidépresseurs, qui peuvent jouer sur le burn-out. Ça peut être aussi tout un tas d'obligations qu'on a, toute une charge mentale qu'on peut avoir dans notre quotidien. Se laisser aller, ne pas vouloir faire d'erreurs, avoir trop de responsabilités, vouloir tout contrôler. Parfois, il y a aussi l'aspect stress post-traumatique qui peut conduire à un burn-out. On y reviendra plus tard dans ce podcast, mais ce qui est important à prendre en compte quand on est en plein burn-out, c'est justement d'identifier la cause qui nous a mené à cela. Donc voilà pour les causes du burn-out. Ensuite, pour les solutions, comment s'en sortir du burn-out, à nouveau, c'est pas correct pour moi de faire une liste de choses à effectuer pour sortir du burn-out parce que c'est pas vrai. Chacun va le vivre à sa manière, selon son cadre de référence, et il existe autant de possibilités de s'en sortir qu'il existe de types de burn-out différents. Donc me concernant, mon burn-out, je rigole mais parce qu'en fait je suis en train de stresser mais je me lance. Donc mon burn-out est arrivé début 2018. Enfin, on a plutôt mis un mot dessus en 2018, mais je pense qu'il a commencé fin 2017. Donc je travaillais en fait dans une boutique de robes de mariée. Il faut savoir que j'ai longtemps été passionnée par ce domaine et j'ai eu diverses expériences dans le domaine du mariage. Et donc là, j'étais responsable d'une boutique de robes de mariée assez connue, mais complètement désorganisée. Il y avait vraiment un grand manque de communication avec la hiérarchie. Et une charge de stress assez incroyable. Et au quotidien, j'avais l'impression de toujours devoir faire face à énormément d'imprévus. Et ça a été très difficile à gérer. Heureusement, j'avais avec moi 2 collègues qui étaient formidables et avec qui on s'est soutenus en fait,
et avec qui j'ai traversé toutes ces épreuves. Et d'ailleurs, on a quitté à peu près au même moment la boutique. Donc moi, tout ce côté professionnel, ça a commencé à me poser problème quand ce qu'on me demandait de véhiculer n'était en fait pas en accord avec mes valeurs. Donc travailler dans le domaine de la robe de mariée, c'est chouette, c'est féerique, mais en même temps, on n'a pas le droit à l'erreur. Sauf que là, l'organisation, elle était tellement bordélique, entre guillemets, qu'il y avait souvent des problèmes au niveau des robes, au niveau des retouches, etc. Et je me suis retrouvée plus d'une fois face à des mariés en devant leur mentir. Dû à une mauvaise gestion de la boutique avec la hiérarchie, les retouches, etc. J'essaierai de pas trop détailler parce que je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y avait vraiment des pratiques de cette boutique qui n'étaient vraiment pas correctes, qui étaient parfois même irrespectueuses. Par exemple, parfois il s'agissait de faire croire aux mariés qu'on leur commandait une robe, sauf qu'en fait il s'agissait d'une robe de boutique qui avait été essayée plusieurs fois par des mariés et ça nous est arrivé de passer des robes de mariée en machine à laver, enfin voilà, et on parle de robes de mariée entre 1500 et 4000 euros. Et en fait je me suis mis à la place de ces femmes et je me suis dit mais c'est pas correct, j'aimerais tellement pas qu'on me fasse ça. Et malheureusement, j'ai été contrainte de faire ça parce que je travaillais dans cette boutique. Il arrivait aussi parfois que la hiérarchie leur fasse croire qu'on pouvait faire une modification de robe, je sais pas, avec des strass, en leur faisant croire qu'elle arrivait telle qu'elle par le fournisseur, donc on leur faisait payer cette option. Sauf que par exemple, c'était nous qui collions nous-mêmes des sequins avec de la colle. Enfin voilà, encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les pratiques. Mais ce qui me gênait, c'est que voilà, c'était pas respectueux pour moi et je devais faire avec. Parce que malheureusement, à ce moment-là, le domaine du mariage me plaisait, c'était mon truc. Je venais d'avoir enfin un poste qui me plaisait et il fallait en fait que je prouve les choses. Donc j'ai donné beaucoup de ma personne. Le contrat avec cette boutique n'était pas hyper réglo, donc parfois je ne disposais que de mon lundi de repos. Et j'enchaînais comme ça du mardi au dimanche. Donc j'avais que un jour de repos dans la semaine. Donc niveau fatigue, c'était assez hard. Et la hiérarchie proposait aussi... J'appelle la hiérarchie parce qu'en fait, il s'agit encore une fois de personnes connues. J'ai pas envie de divulguer le nom de la boutique ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, mes relations sont apaisées avec eux, donc voilà. Donc cette hiérarchie proposait parfois des salons privés qui se déroulaient sur un week-end. Et là, clairement, c'était ni plus ni moins, j'allais dire de la maltraitance. Mais oui, en fait, parce que je travaillais de 9h à 22h, sans pause déjeuner. Limite, s'il fallait aller aux toilettes, on se faisait regarder avec des gros yeux. Donc voilà, c'était compliqué. Le dimanche, après 22h, il fallait qu'on repasse en boutique pour ranger toutes les robes, pour reprendre après le mardi. Oui, bon, on avait le lundi de repos. Donc voilà, franchement, j'ai été dans des états d'épuisement assez incroyables. Et je me souviens d'une scène où on rentre d'un salon privé avec une de mes collègues. On arrive à la boutique à 23h, il me semble. Et en fait, on pleure et on s'effondre parce qu'on est à bout. On est à bout de force et on n'en peut plus. Et après coup, on rit de la situation parce qu'en fait, on se trouve ridicule d'accepter ce genre de choses. C'est-à-dire qu'en même temps, on a du recul, on se dit que c'est n'importe quoi, que n'importe quelle personne à notre place, on lui dirait de tout de suite quitter son travail. Mais nous, on n'y arrivait pas en fait. Donc c'est ce qui arrive très souvent dans le burn-out et c'est ce qui est important de comprendre. C'est que quand on est passionné, on se retrouve très vite dans une spirale infernale parce qu'on adore ce qu'on fait. On ne va pas compter les heures, on ne va pas compter la fatigue, on ne compte pas l'investissement. Et il y a le manque de reconnaissance aussi qui vient peser sur tout ça. Et tout ça se fait au dépit de notre santé. Donc voilà, en plus après de ces pratiques douteuses que j'ai expliquées précédemment, en plus de la charge de travail incroyable, il y avait aussi l'aspect manque de considération de la hiérarchie, le manque de respect dans la manière de parler.
aucune prise de responsabilité et ils n'acceptaient pas du tout leur tort. Et voilà, et le manque de reconnaissance quand on donne vraiment toute sa personne, quand on travaille 6 jours sur 7, quand on finit à des 23 heures, etc. Oui, on attend quand même un minimum de reconnaissance, ne serait-ce juste que du respect. Donc voilà, tous ces éléments en fait professionnels ont fait que pendant des mois, je n'étais plus que l'ombre de moi-même. J'étais clairement comme un robot qui était guidé par la passion. Je n'écoutais ni mon corps, ni ma raison d'ailleurs. Et pourtant déjà à cette époque, j'écoutais quelques podcasts, je lisais des livres sur le développement personnel, mais j'ai vraiment pas eu le déclic en fait. Donc suite à cet état sur le plan professionnel, en fait, ça a commencé à se répercuter dans ma sphère personnelle. Donc je vivais en fait à Paris et les week-ends, je rentrais souvent au Havre pour retrouver ma famille et mes amis. Et clairement, quand je rentrais, je n'avais plus envie de faire grand-chose parce que j'étais épuisée, j'étais très fatiguée et j'avais surtout envie d'être au calme en fait, de me ressourcer en famille. Et du coup, j'ai commencé à installer involontairement de la distance avec mes amis qui me proposaient parfois quelques sorties, etc. Mais j'avais pas du tout la tête à ça. Et je me rendais pas compte en fait que je m'éloignais et que je faisais passer ce moment de solitude avant tout. Mais mes amies, elles étaient plus ou moins au courant de comment ça se passait dans mon travail, mais peut-être qu'elles ne mesuraient pas assez mon état. Parce que, étant donné que j'étais à Paris, elles ne me voyaient pas. Et quand j'étais au Havre, je me terrais chez moi, clairement. Donc à partir de ce moment-là, il y a comme une distance qui s'est installée et qui n'est jamais partie d'ailleurs, mais qui a causé aussi par la suite la perte, entre guillemets, de notre amitié. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, j'avais pas envie de faire comme si tout allait bien. Et j'avais vraiment besoin de me retrouver dans ma bulle, en fait, pour me déconnecter de mon quotidien à Paris. Et j'avais besoin voilà, de cette bulle de protection avant de revenir à Paris et de réenchaîner ma semaine. Côté sentimental, ça a été la même chose. Mon ex ne comprenait pas forcément mon investissement dans cette boutique et il me le reprochait beaucoup. Donc la semaine, évidemment, j'étais très énervée par le travail. Ça pouvait se ressentir parfois dans mon couple. J'étais sur les nerfs et j'avais clairement besoin de me décharger parfois sur quelqu'un. Et je dirais que la goutte de trop, ça a été quand mon ex en fait m'a proposé un voyage à l'étranger et que je lui ai dit non à cause du travail. En fait, pour moi, j'étais bloquée et je pouvais pas partir, tout simplement parce que déjà la hiérarchie aurait mal pris que je prenne des jours, clairement. Si je partais, comment ferait la boutique? La boutique avait besoin de moi, donc je culpabilisais. Et je pensais à mes mariés, je me disais mais comment on va faire, comment ils vont savoir quoi faire aux retouches, etc. Enfin voilà, c'était un stress énorme pour moi et j'ai clairement fait passer le travail avant tout, avant mon bonheur en fait, parce que ces vacances m'auraient fait le plus grand bien clairement. Mais voilà, quand j'étais en plein dedans, je me rendais vraiment pas compte de tout ça. Je ne me rendais pas compte non plus des distances que je mettais avec mes amis, avec mon ex. Je savais que ça n'allait pas, que j'étais dans une spirale de laquelle je voulais sortir, mais j'arrivais pas en fait à trouver de moyens pour sortir de ça. J'en avais conscience, j'avais le recul nécessaire pour savoir que ça se passait pas bien, je comprenais que j'allais mal, mais en même temps j'arrivais pas à avoir le déclic. Mais c'était sans compter sur mon corps qui un beau jour m'a fait un rappel. Et je m'en souviendrai toujours parce que j'avais passé, comme d'habitude, la nuit à m'angoisser sur la journée qui m'attendait le lendemain. Sauf que là, ce matin-là, impossible de me lever. Et j'en parle avec beaucoup d'émotion parce que je me souviens que mon corps, il était lourd, mais tellement lourd. Et en fait, c'est même pas comparable à la grippe. Je ne saurais pas, comment définir ça. Mais j'avais la sensation que mon corps était d'une lourdeur infinie et à la fois vide de l'intérieur. Et en fait, j'étais dans l'impossibilité de me réveiller, de me lever.
et je fonds en sanglots, sans comprendre en fait ce qui m'arrivait. C'était mon corps qui me lâchait clairement. Cette journée-là, je ne suis pas allée au travail, je suis allée au médecin et le verdict est tombé, donc j'entends le mot burn-out. J'en avais déjà entendu parler, mais vaguement. Bon, voilà, on me propose des anxiolytiques que je refuse parce que j'en connais les effets nocifs et pour moi, j'allais bien en fait. Donc j'avais pas besoin de ça. Et à partir de ce moment-là, une fois que le mot a été posé, j'ai commencé à vraiment prendre du recul et on va dire que c'est à ce moment-là que j'ai eu le déclic. Donc j'ai été arrêtée quelques temps, mais évidemment ma hiérarchie me mettait la pression pour que je revienne au travail. Et voilà, à partir de ce moment-là, une fois que j'ai été arrêtée, j'ai commencé à chercher du travail ailleurs, à postuler. Malheureusement, j'adorais le domaine du mariage, mais ça m'a dégoûtée de ce domaine-là. Donc voilà, j'ai postulé, j'ai eu plusieurs touches et Dieu merci, j'ai trouvé rapidement. Donc niveau professionnel, en fait, tout s'est réglé à partir du moment où j'ai changé de domaine. Donc les choses se sont faites assez rapidement. Mais encore une fois, le mot burn-out a été posé à un moment, mais je l'ai vécu bien avant que le mot soit posé dessus, en fait. Je pense que ça faisait déjà des mois que j'étais en plein dedans. Mais mon déclic, il n'a commencé qu'au moment où le mot a été posé là-dessus. Donc moi, ça faisait déjà des mois, en fait, que j'introspectais, que je mangeais du développement personnel tous les jours. Et il faut savoir qu'à la suite d'un burn-out, il y a un réel réalignement qui s'opère. Donc j'ai agi pendant des mois en n'étant pas moi-même, en ne respectant pas mes valeurs. Et là, j'ai ressenti du plus profond de mon cœur, comme s'il fallait que je fasse du tri dans tous les domaines de ma vie pour me réaligner et pour me ressentir bien à nouveau. Donc sur le plan professionnel, c'était réglé, j'ai commencé un nouveau travail, donc de nouveaux objectifs, de nouvelles connaissances à acquérir, de nouvelles compétences, etc. Donc j'étais motivée. Sur le plan amical, ça a mis du temps, ça a mis plusieurs mois, mais voilà, je trouvais que mes amis manquaient de bienveillance envers moi-même. Il s'était passé plusieurs événements qui m'ont fait dire ça. J'ai vécu une trahison de leur part et à partir de ce moment-là, j'ai décidé de prendre mes distances parce que pour moi, la bienveillance, ça fait vraiment partie de mes valeurs primordiales et je me sentais pas alignée, voilà, avec ça. Donc j'ai pris mes distances et il y a quelque chose qui s'est cassé à partir de ce moment-là. Sur le plan sentimental, la même chose. J'attendais de l'engagement de la part de mon ex, mais qui n'arrivait pas. Il n'était pas prêt, donc plutôt que d'attendre et de patienter, j'ai décidé de prendre conscience de ma valeur et de partir. On va dire que tout ça, ça a explosé un peu au même moment. Ça a été dur. Même si le choix, en fait, je le faisais consciemment, il venait de moi sur tous les plans, sur le plan professionnel, sentimental, amical. Mais il n'empêche que c'était pas facile, que ça a pas été simple. Donc, il a fallu après tout ça que je remonte la pente. J'ai décidé d'opérer un nouveau tournant, j'ai déménagé. Donc toujours en région parisienne, mais voilà, j'avais besoin de ce nouveau départ, de ce nouvel élan. Et ensuite, il s'en est suivi presque 1 an où en fait, j'ai travaillé sur moi. J'ai profité de passer du temps seule, mais vraiment du temps de qualité pour me connaître. J'en ai profité pour m'intéresser du coup à la méditation. C'est vraiment à ce moment-là que la méditation est entrée dans ma vie. J'ai rebondi, je faisais des exercices de développement personnel et j'ai apprécié comme jamais en fait mon réalignement, mon nouveau départ. J'ai passé des soirées seule mais à me sentir bien avec moi-même et je sais pas comment dire, j'avais cette impression d'avoir plein d'outils à ma disposition et qu'il fallait juste que je les active en fait, que je les mette en pratique pour pouvoir avancer de nouveau dans ma vie. Donc voilà, en fait, moi, ça a été ça. Ma manière de rebondir, ça a été vraiment
ce réalignement en fait à la suite du burn-out. Le burn-out, clairement, je me le suis pris en pleine figure et quand j'étais dedans, je pouvais rien faire. Mais à partir du moment où les choses ont été posées, j'ai décidé de me bouger les fesses, clairement, parce que j'étais déjà sensibilisée un minimum à l'aspect développement personnel. J'ai entrepris aussi une petite thérapie, j'avais pris rendez-vous avec un psychologue, etc. Après, ça n'a pas été mon truc, la psy, donc j'ai rapidement lâché l'affaire. Et en fait, la méditation et le développement personnel me suffisaient. J'estime que ça n'a pas été un burn-out très hard, comme certaines personnes peuvent le vivre, même s'il m'a quand même bien éprouvée. Donc, si on me posait la question comment se remettre d'un burn-out, sans encore une fois qu'il y ait de liste préétablie, je dirais qu'il faut parler de son mal-être, que ce soit à des personnes de confiance, à nos proches, ou aussi bien à des professionnels, psychologues, psychiatres, thérapeutes ou autres, et de s'entourer en fait de personnes positives qui vont vous tirer vers le haut et qui seront bienveillantes envers vous parce que c'est hyper important. Si vous êtes déjà au plus bas et qu'on n'arrive pas en plus de ça à se sentir soutenu, à avoir le positif avec nos proches, c'est d'autant plus compliqué. Je dirais qu'il faut aussi profiter du coup de votre temps de repos. Mais pour ne rien faire si ça vous fait du bien en fait. Pour vraiment reposer votre corps et votre esprit et ne pas être toujours dans l'action parce que c'est ce qui fatigue en fait, c'est ce qui fatigue le corps et c'est ce qui fatigue le mental. Donc moi la méditation ça a été un excellent outil pour relâcher tout ça. Je pense aussi, et c'est là limite le point le plus important, il faut trouver en fait les facteurs de son mal-être et agir dessus. Et une fois en fait que vous savez la raison de votre mal-être, essayez de changer ce qui ne va pas. Comme dans mon cas, il s'agissait du travail, changer. S'il s'agit du travail, il faut changer. La vie, elle est trop courte pour se bouffer la santé, pour rester des années dans un travail où on se sent mal, où on ne se sent pas épanoui, où on stresse, où on a la boule au ventre, où clairement on se rend malade en fait. Et il y a tellement de possibilités, il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de types de travail à découvrir. Vous avez la possibilité de changer d'entreprise, même de vous reconvertir. Vous avez la possibilité de faire tellement de choses. Pourquoi s'enterrer en fait dans un travail qui ne vous convient pas et qui vous met mal ? Donc ouais, voilà, vraiment passez à l'action. Si vous savez, si c'est professionnel, encore une fois, si vous savez que c'est le travail, changez. Si c'est le côté personnel, si c'est familial, etc., prenez vos distances avec des personnes qui vous font du mal. Même si ça pique, ça fait mal au cœur, vous en ressentirez tous les bienfaits une fois que ça sera passé. Et le dernier point, c'est de tirer profit de cette épreuve pour rebondir et rebondir avec force. Parce que quand vous regarderez en arrière, quelques temps après, vous vous direz « Waouh, j'ai fait tout ce chemin-là ». Quand j'en parle avec des personnes qui ont vécu un burn-out, elles ressentent la même chose. Mais très souvent, on se dit « Heureusement que ce burn-out est arrivé dans ma vie, parce que c'est grâce à lui que j'ai avancé en fait ». Je connais pas mal de personnes qui, grâce au burn-out, se sont reconverties, ont opéré des transformations énormes dans leur vie. Et si ce burn-out-là n'était pas arrivé, rien de tout ça aurait pu être possible en fait. Comme on dit, c'est un mal pour un bien, et c'est une épreuve qui vous réaligne finalement avec vous-même. À toutes les personnes qui vivent un burn-out, sachez que vous pouvez être accompagnés, qu'il existe des personnes compétentes pour vous aider à rebondir. Et vous êtes vous-même, évidemment, encore une fois, acteur de votre changement. Mais voilà, n'hésitez pas à faire appel à des thérapeutes, à des sophrologues, à toutes ces médecines douces, toutes ces techniques psychocorporelles qui peuvent vous aider énormément. Et si je peux vous aider en quoi que ce soit, si mon expérience vous parle ou si vous souhaitez en discuter avec moi, surtout n'hésitez pas. Ça me ferait énormément plaisir de vous aider à traverser cette épreuve-là. Je suis sophrologue, donc j'aimerais, à travers la sophrologie, aider toutes les personnes qui traversent un burn-out à avoir des clés en main pour pouvoir
se reprendre en main et mieux rebondir. Merci pour votre écoute. J'espère que ce podcast vous plaît. N'hésitez pas à le partager autour de vous, à le diffuser sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également me laisser une note ou même un commentaire. C'est ce qui me permet de savoir si ce contenu vous plaît. Et cela me ferait également plaisir d'échanger avec vous. Pour cela, n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram @anaïsinthemood. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Merci pour votre écoute. J'espère que ce podcast vous plaît. N'hésitez pas à le partager autour de vous, à le diffuser sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également me laisser une note ou même un commentaire. C'est ce qui me permet de savoir si ce contenu vous plaît. Et cela me ferait également plaisir d'échanger avec vous. Pour cela, n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram @anaïsinthemood. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.